3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements agités de la planète marché. Cyriaque Dayan est avec nous ce soir, gérant diversifié chez Sansot Yes. Bonsoir Cyriaque. Bonsoir. Frédéric Rosier nous accompagne également, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau à Paris. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Julien Nebenzal d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Président de Futur IM, je le disais, la promesse est tenue. Est-ce que c'est une semaine décisive pour savoir si les investisseurs sont capables de reprendre pied après déjà 20% de baisse, l'idée d'un bear market officiel pour le S&P 500, ou est-ce qu'on est désormais à un moment où on peut perdre encore plus pied, sachant qu'on a une semaine d'échéance trimestrielle, donc peut-être des enjeux techniques, et puis une échéance monétaire avec la Fed demain soir. Visiblement, la séance d'hier à Wall Street mérite un peu d'attention peut-être pour évaluer la situation. Oui, en fait, on était dans la digestion du phénomène de correction janvier-mars. La formation ce qu'on appelle un range, en tout cas une évolution latérale des prix, qui s'est confirmée sur les marchés émergents, enfin qui s'est confirmée en Chine, qui s'est confirmée en Europe. Mais pour le marché des actions américains, c'est différent. Là, il faut faire un petit peu d'analyse technique, il faut rentrer dans ce type de détails. On a eu l'apparition lundi matin d'un gap, donc c'était une absence de cotation entre, alors c'est un gap à la baisse, donc entre le plus bas de la semaine dernière et le plus haut de cette semaine, qui était l'ouverture de lundi. Et cette absence de cotation signifie en fait toujours un contre-pied des opérateurs. Et ce gap, il est hebdomadaire, il n'est pas quotidien. Comme des gaps quotidiens, ça arrive, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Il est hebdomadaire. Et il se situe justement sur la partie basse de la zone de consolidation. Donc, un analyste technique normalement constitué est obligé de conclure à la survenance d'un risque prévu pour certains, non prévu pour d'autres, mais en tout cas matériellement existant. Alors ce risque, il a s'il se matérialise, il a deux formes. La première, c'est un départ immédiat à la baisse. Là aussi, l'analyse technique n'irait pas forcément dans ce sens, compte tenu du niveau de survente déjà atteint. Mais l'autre branche possible, c'est l'indication qu'on sera, d'ici quelques semaines, ou peut-être quelques mois, plus bas que les niveaux qui ont déjà été cotés. Voilà ce que dit cet événement technique. Il y a, quand un gap hebdomadaire apparaît, quand il est à la hausse, un gap haussier, on sait qu'il est refermé relativement rapidement et surtout qu'il dit l'inverse, il empêche la tendance d'accélérer très fortement. C'est une surprise à la hausse, mais qui est en général très vite contrée. Très vite, ça peut être 2 semaines, ça peut être 2 mois, mais on parle de ça et surtout le marché ne file pas la hausse. Le gap baissier, c'est pas pareil, justement, d'où les deux branches que j'évoquais. Mais un gap baissier, et c'est là que je vais donner donc la nuance, un gap baissier en bas de consolidation, lui, il peut être refermé, mais il va falloir aller très vite. Alors, d'accord. Et je vais vous dire, je crois que la seule hypothèse, pour ceux qui ont envie d'être un peu haussiers dans ce schéma, en tout cas de ne pas avoir une vision sombre pour le trimestre à venir, il faudrait le fermer cette semaine. Voilà. Alors voilà, soyons concrets. Oui, mais c'est très bien. S'il est fermé cette semaine, on sera dans le cas d'un gap baissier de bas de consolidation. S'il n'est pas fermé, on n'aura pas la lecture du gap haussier, donc le gap peut rester ouvert et il peut mettre une pression sur le marché pour plusieurs semaines. D'accord. Donc soit on réagit très vite, semaine décisive, soit on va vivre avec un risque, d'une baisse supplémentaire de 5-10% de potentiellement. La consolidation dont on sortirait par le bas dans cette hypothèse, c'est-à-dire 10% supplémentaire à l'épaisseur du trait. Oui, non, mais ça donne un peu la perspective et l'enjeu effectivement pour les marchés cette semaine. Bon, Cyriaque, effectivement, alors on va en venir gentiment à la politique monétaire et à la Fed, mais c'est vrai qu'on était resté fin mai sur l'idée d'une accalmie, on avait repris pied pendant quelques semaines, le marché était un peu plus constructif, on va dire, les taux se détendaient, tout le monde parlait du pic inflation atteint, à confirmer aux États-Unis, et c'est vrai que depuis vendredi, on a l'impression que tout a volé en éclats. On avait retrouvé un peu de visibilité sur le chemin de la Fed, 50 points de base, ok, c'était balisé pour cette semaine, pour le mois de juillet, et puis là pareil, à 24 heures de la décision, personne n'est incapable de dire ce qui sera décidé demain soir. Enfin, si, une hausse de taux, mais de combien ? C'est ça la question. Oui, tout est à refaire, quoi. Exactement. Finalement, il y a une forme de surréaction du marché quand même, parce qu'il faut avoir en tête que le CPI, cette inflation, qui est le chiffre le plus important. Normalement, dans un marché classique, c'est vraiment le taux de chômage, les NFP aux États-Unis, qui sont le principal indicateur macroéconomique.
Actuellement, ce n'est pas le cas, c'est vraiment l'inflation. Il faut avoir en tête qu'on avait une inflation à 8,54, qui est redescendue à 8,27, qui remonte à 8,60. Et on a des mouvements de marché de l'ordre de 10% sur des mouvements de 0,2, 0,3 d'inflation. Oui, on va chercher la deuxième décimale, Exactement. c'est ça, pour essayer d'y voir plus clair. Et on n'y voit pas vraiment plus clair, parce que finalement, il y a des impacts extrêmement précis. Par exemple, le prix des billets d'avion, ça peut paraître anecdotique, ça monte de 15 à 20% tous les mois aux États-Unis depuis 3 mois. Bon, ça, dans les modèles des économistes, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est difficilement, finalement, difficilement anticipable. Donc, dans ce contexte-là, de mon point de vue, on va être en fait data dépendante, mais x10 par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Et la Fed, elle est un peu dans la même situation. Donc, elle va certainement, va clairement monter ses taux. 50 ou 75 BP, pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est un peu un détail, dans le sens où elle enverra un signal un peu plus agressif à 75, mais elle a pavé la voie sur 50 BP, donc elle a finalement aussi, d'une certaine manière, intérêt à garder sa crédibilité. Je pense qu'il y a quand même un élément dans ce monde un peu où tout était chahuté, dont on ne parle pas assez, c'est les points morts d'inflation. Ce sont les anticipations d'inflation de la part des investisseurs qui n'augmentent pas. Ils sont à 2,70, 2,80, alors que les taux montent. Et donc, c'est vraiment la partie réelle des taux qui monte. Et ça, c'est un petit peu technique. Mais le point clé, c'est que les anticipations d'inflation ne progressent plus aux États-Unis. Et donc, la Fed garde sa crédibilité. Donc, dans ce monde où tout est un peu chahuté, je trouve qu'il y a un point un peu plus positif, c'est que finalement, ces points morts d'inflation qui restent à 2,70 nous montrent qu'aujourd'hui la Fed n'est pas attaquée, j'ai envie de dire, sur ce qui serait le plus catastrophique, ce qui n'est plus attaqué qui n'est pas attaqué en tout cas pour l'instant sur sa crédibilité. Après, pour répondre à votre question, moins 20, on price finalement moins 20 depuis le début de l'année aux États-Unis, on price un ralentissement de milieu de cycle. On y est. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que l'économie ralentit. Si on est dans un phénomène de récession, c'est-à-dire que la Fed est finalement obligée de relever beaucoup plus les taux, à ce moment-là, historiquement, alors c'est des ranges extrêmement larges, mais en moyenne, on se situe plutôt aux alentours de moins 40. Donc il y a de la place pour que ça baisse. Mais le scénario de récession, c'est quand même encore autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais, d'accord. Donc tout dépend effectivement de la matérialisation ou non d'une récession dans les prochains mois ou les prochains trimestres. Oui, donc une dépendance aux données, inflation et d'activité qui va être particulièrement renforcée ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Quelle analyse vous faites de la situation, Frédéric? Et oui, la question pour la Fed, qu'est-ce qui rendrait la Fed plus crédible demain soir? Est-ce que c'est 50 BP? Est-ce que c'est 75? Est-ce que c'est 100? On lui reproche d'être behind the curve, d'être en retard sur l'inflation. Et le geste qui va être annoncé demain, c'est redonner du crédit finalement à la Fed par rapport à la gestion de l'inflation. Alors je vais revenir sur les chiffres d'inflation. Il y a des choses assez intéressantes parce que, alors effectivement, il y a un dérapage transport, notamment les produits, tous les dérivés pétroliers. Il y a certains composantes qui commencent à bloquer les biens et un fait relativement important. Je ne sais pas si vous avez noté, notamment sur les publications de distributeurs, des Target, Walmart et tout ça. On a eu un phénomène où les stocks étaient vides. On avait du mal à achalander les vitrines. À l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en surstock. Ouais. Pourquoi? Parce que l'élasticité prix aujourd'hui provoque un bouleversement de la consommation des Américains. Ça, c'est peut-être les prémices, effectivement, d'un mouvement plus récessif d'ampleur. Ouais. Donc, l'inflation commence à toucher. Elle touche au niveau de la consommation. On le voit, en tout cas, chez les distributeurs. On le voit dans l'immobilier aussi. Vous avez certainement vu ces chiffres. Alors, on parle de l'immobilier de luxe. Il y a eu beaucoup d'articles aussi. Alors, on n'est pas aux États-Unis, mais sur ce qui se passe à Toronto, avec une volatilité hallucinante à Toronto d'un mois sur l'autre, avec des baisses de 20% sur les prix de l'immobilier. Donc, on voit qu'il commence à avoir des conséquences, on va dire, réelles aujourd'hui dans la façon de consommer, sur peut-être la croissance de demain. Et donc, je ne vais pas dire que la récession est là. Mais en tout cas, il y a les prémices d'une... Il y a des arbitrages déjà très forts. Oui, il commence à y avoir des arbitrages dans la consommation des agents économiques. Donc attention à ça, parce qu'effectivement, il faut maîtriser cette inflation au risque d'avoir un dérapage peut-être beaucoup plus important de l'économie. On se rappelle la dernière publication du PIB américain, on nous a expliqué que c'était un problème d'export-import. Il y a peut-être des choses beaucoup plus importantes, effectivement, à voir dans ces chiffres-là. Et si on prend le sujet, justement, par l'angle de la consommation et du consommateur américain, quel type d'activité, quel type de biens, quel type de services sont les plus en risque aujourd'hui? Parce qu'à la pompe, il faut payer quand même $5 en moyenne désormais pour faire son plein, enfin le gallon aux États-Unis. Et là, de ce point de vue-là, la demande, elle est encore... très solide, trop solide même peut-être pour... Bien sûr. Alors on voit par exemple il y a des mouvements assez forts sur le loisir, parce que ça peut être aussi un poste qu'on coupe.
on a moins les moyens de voyager. Donc, effectivement, il y a les arbitrages. Dans ce cadre-là, il y a des choses qu'on arbitre moins. C'est l'alimentaire. La boisson résiste plutôt pas mal, généralement. La santé. Donc voilà, c'est peut-être des choses un peu plus résilientes, mais effectivement, tout ce qu'on va dire superficiel peut être atteint effectivement d'un ralentissement beaucoup plus important au regard de la hausse des prix. Donc le loisir, peut-être l'automobile, ces secteurs-là qui pourraient être attaqués. Bon. Et au final, qu'est-ce qui rendrait la Fed plus crédible donc demain soir 50, 75, Alors 100 honnêtement, donc vous avez vu par exemple, il y a Standard qui a dit 100 points de base. Donc la fourchette maintenant c'est 50-100 points de base. Ouais. Moi, je vais revenir sur ce qui a été dit sur l'histoire du gap, parce qu'effectivement, il y a ce point technique. Il y a des facteurs techniques qui supposent aussi que le marché peut avoir une élasticité et un rebond, quelle que soit l'information de la Fed. Alors, je donnerai donc bien sûr les clôtures. Il faudrait 2 mondes parallèles pour valider la théorie. Oui, mais après c'est comment on fait. Quoi que fasse la Fed mercredi soir, si le marché a envie de monter, il monte. Oui, je pense honnêtement, bien sûr, sauf si elle fait 100 points de base ou 0, ce qui n'est pas le cas. A priori, mais il y a des facteurs techniques, on est effectivement en survente. Il y a des facteurs sur la volatilité, ce qu'on appelle le SKU, c'est-à-dire que les options de vente sont surachetées, sont très chères aujourd'hui. On commence à avoir un retournement sur ces métriques. On a effectivement des aspects techniques, les MACD, tout ça, c'est très technique, mais qui laissent supposer qu'on puisse avoir un rebond. Les CTA aussi, donc ce sont les hedge funds et autres, qui sont très short. Suiveurs de tendance. Suiveurs de tendance. Donc les shorts sont relativement hauts par rapport au niveau actuel, donc ils gagnent énormément. Et l'hypothèse qu'on commence à se déleverager après un gain de 20%, pour eux c'est un gain de 20%, c'est historiquement ce qu'on observe. Donc on peut avoir juste un mouvement technique de rachat de positions short, deleveraging, et de deleveraging aussi sur la volatilité. Donc voilà, qui pourrait expliquer un rebond. Attention, ça ne veut pas dire qu'on casse une tendance baissière. Ça peut dire qu'on est sur un petit rallye de boule bear rallye. De bear market. Voilà. C'est plus attention, pour l'instant, c'est pas... Voilà. Donc, et effectivement, ce gap, après, en hebdomadaire, si on ouvre à plus 3 ou plus 4, là, c'est plutôt intéressant. Mais d'une certaine manière, vous dites que soit 50 ou 75 je pense qu'on n'est pas loin d'un petit mouvement technique de reprise. On est très survendu sur beaucoup de valeurs, à dire. Julien, alors, au-delà de l'analyse technique, graphique de la séance d'hier, quand vous regardez vos indicateurs de sentiment, de positionnement, de couverture des opérateurs, et c'est vrai que c'est ça que moi je trouve spectaculaire, c'est qu'on a les mêmes discussions tous les soirs autour de la table, que le sentiment était déjà très négatif la semaine dernière, qu'il l'était déjà il y a un mois, le mois précédent, etc. Donc ça ne fait qu'empirer, et on a l'impression qu'on ne voit pas de plancher de ce point de vue-là, et surtout que ça déclenche très peu d'intérêt contrariant, alors qu'on a déjà des sentiments qui paraissent extrêmement pessimistes. On a une décollecte qui est quand même déjà très négative, des flux qui sont très négatifs, etc., etc. Est-ce que ça permet quand même de limiter le risque d'un scénario de panique complète, de voir des opérateurs déjà aussi négatifs ? Alors, dans le travail que je mène, il y a d'abord celui du cycle, et ensuite la partie du sentiment pour savoir comment le cycle va être géré en fait par la collectivité qu'est le marché financier. Alors si on se concentre juste sur le sentiment, je poserais en fait que les données économiques sur 3 mois, pour moi, sont globalement inchangées. Alors je reconnais que l'inflation peut être un peu plus élevée ici ou là, mais on parlait de chiffres après la virgule. Donc ce qui peut être déçu, c'est des anticipations de baisse de cette inflation, mais c'était quand même assez peu probable. Que ça se tasse progressivement dans l'année, c'est assez probable, mais que ça apparaisse rapidement, ça ne l'est pas. L'attitude des banques centrales, aujourd'hui, c'est la même qu'il y a 1 mois, qu'il y a 2 mois, il y a 3 mois. Il y a juste qu'on parle de quantité, de vitesse, de scénario. Donc on parle beaucoup, mais il n'y a rien qui a fondamentalement changé. Je reviens juste sur le cycle, là, pour le glisser, c'est que ce que je disais au cours des émissions précédentes, pour moi, c'est un ralentissement qu'on devait voir, qu'on voit, c'est un ralentissement intermédiaire, c'est pas un creux majeur. Il peut, ce n'est pas une science exacte, ça peut être un creux majeur, ça peut être effectivement une récession, mais c'est peu probable. À ce stade des choses, c'est peu probable. Donc, je crois que tout ce qu'on entend, c'est la manière de caractériser le sentiment, c'est une tempête dans un verre d'eau. On joue à se faire peur, là, vous dites. Voilà, et c'est assez cohérent avec l'hypothèse d'un range. C'est-à-dire que quand on arrive sur le bas du range, on se demande où ça va, on a un sentiment très négatif, alors qu'en fait, il ne se passera probablement pas grand-chose. Je dis bien, tout ça, c'est ce que je pensais il y a déjà 1 mois, que je continue de penser,
sous la réserve que le signal de lundi ne se transforme pas en signal plus pérenne. Là, on passerait quelques semaines un peu plus mauvaises. Et pour conclure sur la mesure du sentiment, il n'y a aucun changement en 3 mois. Il n'y a pas, moi, je n'ai pas vu de rallye particulier sur les puts. J'ai vu plutôt même un peu, au moment de la reprise, là, courant début juin, fin mai, début juin, j'ai vu même un peu plus de calls traités. D'accord. Donc comme s'il y avait une envie d'accompagner quelque chose. Donc ça n'était pas ce n'est pas non plus de la complaisance, mais il n'y avait pas de panique. Dès que ça baisse un peu, on voit un peu de put, mais c'est pas massif. La volatilité implicite n'est pas élevée. Personne à cette table et personne sur votre plateau depuis du jour ne parle de capitulation. Non. La raison est que quand on en parle, c'est qu'on l'a vue et qu'elle est passée et qu'on l'a ressentie. Là, on ne la ressent pas. Non. Donc, il n'y a pas de capitulation. Donc, le sentiment, il n'évolue pas depuis 3 mois. Les données de marché, pour moi, n'évoluent pas. Donc, il y a beaucoup de discussions pour finalement très peu de choses. Ça justifie l'hypothèse du range, surtout si on a peur en bas du range, justement. Surtout si les éléments sont inquiétants en bas de range. Bon. Modulo, effectivement, cette séance d'hier et les aspects techniques de cette séance, on aura... Quel vrai bémol. On verra. Soit on a une réponse très vite, soit on sait que c'est un risque avec lequel il va falloir vivre pendant quelques temps encore. Sur la Fed, je ne sais pas, il y a une meilleure manière de faire demain soir pour la Réserve fédérale américaine plutôt qu'une autre Il y a mon avis. Puis s'il faut convaincre, que ce soit 50, 75, 100, c'est surtout le discours qui va aller avec, qui va permettre ou non de convaincre les investisseurs. J'ai défendu à quelques reprises, je crois, dans votre émission, notamment les travaux de Galbraith, les politiques monétaires, ce sont des terreaux, soit à la désinflation, soit à l'inflation, mais ce ne sont jamais les déclencheurs. C'est vraiment la crise Covid qui a déclenché l'inflation. Je crois qu'il faut vraiment le retenir une bonne fois pour toutes, et que quand il y a un événement géopolitique, ce qui arrive dans les grandes périodes d'inflation, comme on l'a en ce moment, et comme ça va se développer pendant les années qui viennent, l'inflation est incontrôlable. Les banques centrales, elles n'ont pas créé l'inflation, elles ont voulu de l'inflation. Mais on a passé 10 ans à leur dire oui, continuez, ça fait monter les marchés. Mais c'est à peu près tout ce qui se passait. Alors là, c'est la situation inverse. Voilà. Alors on les attend à combattre l'inflation. Oui. Mais quelle est la partie de cette inflation qui dépend des matières premières? Quelle est la partie qui est auto-entretenue? Et dans quelle zone géographique, etc. Il faut vraiment tout décomposer. Quel sera le résultat? Parce que quand bien même l'inflation baisserait, je vais dire en septembre, est-ce que c'est directement le résultat de l'action de la Banque centrale? Mais non, on sait déjà que ça n'est pas le cas. Donc on parle de choses qui, pour moi, n'ont pas beaucoup de sens. Que les banques centrales normalisent leur politique monétaire, ça se comprend du point de vue de la politique monétaire, et que leur objectif soit une baisse de l'inflation aussi. Mais c'est tout. Moi, après, ce qui me semble probable, c'est qu'ils vont monter leur taux de ce qu'ils ont dit, ni plus ni moins. Ça, c'est ma lecture. Parce qu'ils préserve la parole tenue, alors. Ils ne veulent pas perturber le marché, et je crois qu'ils ont bien acté aussi que le Michigan, l'indice du Michigan est à 50, l'ISM manufacturier, ça y est, il est tombé à 55, c'est-à-dire que le ralentissement, il est déjà là. Donc il va produire son effet. Donc moi, mon avis, c'est qu'ils ont plutôt... Donc il faut accepter encore quelques critiques, faire le dos rond quand on est Jérôme Powell, parce qu'on va s'en prendre plein la figure. C'est ce qu'on a dit, et d'ailleurs, on parlait derrière, behind the curve, d'être derrière la courbe, c'est quand même quelque chose qu'ils ont dit, les banques centrales européennes et américaines, il y a 3 ans, c'était la stratégie. C'était la stratégie explicite. Alors, bien sûr. Ils sont derrière la courbe. Voilà. Bon, Cyriac, 50, 75, il y a un bon cas par rapport à l'autre, ou c'est... Comme je disais, pour moi, c'est à peu près la même chose. Ce sera un symbole. Alors, non, mais vous avez raison. Et blague à part, ce qui a beaucoup bougé quand même depuis 3 semaines ou un mois, c'est le taux terminal. Oui, je suis d'accord avec vous. 50, 75, on aura la réponse demain soir. La question, c'est jusqu'où on va, parce que demain, on va avoir les nouvelles projections économiques, les nouvelles projections de taux directeur. Le taux terminal, il était vu à 3%, il est vu maintenant à 4%. Et ça, ce mouvement-là, il s'est fait en 3 semaines, un mois sur les marchés. Mais imaginons que le CPI redescende à 5 ou 4, je peux déjà vous dire que votre taux terminal, il va redescendre à 3. D'accord. Donc tout ça, c'est data dependent. Je pense que moi, je suis plutôt dans le camp des 50 pour une question de crédibilité par rapport à ce qui a été dit. Parce que je pense que 75, finalement, ou 50, c'est un débat. Mais par contre, s'ils font 50, c'est ce qu'ils avaient annoncé. D'accord. Réussir de délivrer ce qu'ils ont annoncé. Ensuite, on aura d'autres hausses de taux durant les prochains mois, ça c'est certain. La vraie question, c'est qu'au moment où l'inflation va commencer à baisser, si elle baisse, c'est quand même, je pense que la question, c'est le timing de ce mouvement-là. Est-ce que finalement, ils vont commencer à tourner la tête du côté de la croissance, de l'activité, en disant
on est prêt à accepter une inflation un peu plus élevée et de ne pas aller sur des taux beaucoup plus élevés, je suis autour des taux directeurs à 3 ou 4, parce qu'on veut quand même garder un petit peu d'activité, parce qu'il faut toujours rappeler que la Fed, contrairement à la BCE, a 2 mandats, et pas uniquement la gestion de l'inflation, il y a aussi le chômage. Et donc, à ce moment-là, quand on va commencer à avoir des taux de chômage qui remontent un tout petit peu, à ce moment-là, est-ce que la Fed va garder finalement une politique extrêmement agressive ou pas ? Sachant, comme je disais, comme les break-even, les points d'inflation restent à 2,70, pour moi, il y a finalement... Ils ont encore un chemin. Il y a un chemin possible. Il y a un chemin possible. Alors, il est étroit et je pense que pour le coup, pour prendre un terme d'option, ils sont θ négatifs. Ça veut dire que plus le temps passe, plus l'inflation reste élevée, plus le chemin se rétrécit. Ouais. Et donc, le chiffre de vendredi, il les arrange pas, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que la porte s'est complètement refermée. Et je pense que Powell va essayer d'avoir un discours un peu équilibré en disant... Bon, on attendait peut-être un peu mieux, mais notre big picture, elle n'est pas encore remise en cause en disant, voilà, on n'a pas une inflation non plus qui monte à 9 ou 10%. Et le dernier point, c'est que le pétrole, en effet, monter les taux pour faire baisser le pétrole, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a aucun sens. Ce qui va se passer, c'est monter les taux pour casser l'activité, pour qu'on demande moins de pétrole. Et ça, c'est quand même un autre mécanisme. Et je pense que la Fed voit bien quand même que quand on regarde dans la décomposition, il y a des choses sur lesquelles on commence à avoir une amélioration assez notable. Et j'aurais envie de dire, c'est l'inflation Covid. Donc tout ce qui était produit importé, Chine, etc., ça, c'est en train de se dégonfler. Et que la partie salaire est en train de se stabiliser aux États-Unis à un rythme élevé, mais voilà. Et quand on regarde la décomposition, ce qui monte beaucoup aujourd'hui, c'est l'alimentaire et l'énergie. Et là-dessus, c'est pas parce que vous montez vos taux que dans 2 mois, ça va baisser. Vous dites que c'est pas le moment pour la Fed de craquer. De craquer dans le sens, je fais du 75, du 100 BP, je suis ce que le marché me demande, quoi. C'est pas le moment pour la Fed de craquer de ce point de vue-là. Là, je considère qu'elle n'a pas besoin aujourd'hui, elle n'a pas de nécessité de craquer parce que, comme je disais, on est sur une inflation qui est autour de 8,5 depuis 3 mois. On n'est pas sur elle n'explose plus, elle baisse pas, mais elle n'explose plus. Et donc, craquer maintenant, ça veut dire que si l'inflation, elle continue à monter une fois qu'on est monté de 75 ou 100 BP, on a quoi comme cartouche ? Et la Fed, elle est déjà dans ces coups-là d'avance. Est-ce que le point, ça permet de parler du marché, ils appellent ça les conditions financières, mais on a vu les spreads de crédit quand même atteignent des niveaux assez importants. Le dollar reste toujours très très fort, très élevé. Bon, il y a la baisse des marchés actions, des cryptos, etc. Mais le crédit, et puis l'immobilier, vous en avez parlé, mais le crédit, c'est quand même un marché très important parce que là, on touche au coût de financement direct des entreprises et leur capacité à survivre, se refinancer ou au contraire à être zombifiées. Donc est-ce que là, de ce point de vue-là, la détérioration mériterait quelques commentaires demain soir de la part de Jérôme Powell ? Certainement, il y a des tensions quand même sur le high yield, des choses comme ça. Il y a des tensions relativement. J'ai vu, on atteint quoi 8,5%, c'est ça, sur le taux, le rendement des obligations spéculatives américaines. Donc là, on a vu vraiment, ça commence à craquer vraiment de partout. Ça a déjà craqué de partout. Donc c'est vrai que c'est sensible. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. C'est aussi le cas en Europe. Aussi. On parlait tout à l'heure des politiques des banques centrales, on n'a pas parlé des bilans aussi, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut maîtriser. Si on revient à la BCE, donc vous savez l'histoire des APP et compagnie, il y a quand même énormément d'entreprises. Des programmes d'achat d'actifs. Voilà, sous plusieurs formes. Mais il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se refinancent auprès de la BCE, sous des conditions de notation et autres. Et donc, effectivement, il ne faut pas gripper non plus ce mécanisme de financement des entreprises qui, contre ces débits de trésorerie, récupère du cash. Attention quand même, parce que lorsque vous réduisez votre bilan et vous réduisez ce genre d'actifs à l'achat, vous restreignez plutôt ce genre d'actifs, vous avez une possibilité que ça se grippe un petit peu. Donc oui, il faut être extrêmement vigilant et au-delà de ça, il faut vraiment parler aussi, parce qu'on va parler que des taux, mais je pense que derrière toutes les politiques de restriction du bilan de la Fed et de la BCE aussi sont relativement importants et à mon avis ont un enjeu majeur dans les prochains mois. Oui, et ça peut avoir encore des impacts de marché qu'on n'a pas vus. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est pas parce qu'on en parle depuis des semaines ou des mois que le marché a intégré les impacts potentiels. Non, parce que lorsque vous regardez les bilans de la Fed, c'est combien ? C'est 9 000 milliards. Oui. Donc voilà, on a. Et c'est quoi les impacts auxquels il faut se préparer que le marché Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, c'est que j'aimerais vous dire, on sait, mais pour l'instant, on sait alourdir un bilan. La BCE, c'est 3 200 milliards.
Ah non, 200 c'est plus, milliards. c'est 7 Non, milliards. en plus depuis 2015. Ah oui, en plus, depuis d'accord. 2015, Oui, oui. donc c'est quand même l'équivalent d'un PIB allemand, tu vois, en taille. Donc c'est quand même, il faut, si vous voulez assainir votre bilan, ça comment, c'est long. La quoi. BCE, ils en ont pas parlé. Non, ils n'en ont pas parlé. Mais On est pas là. c'est des choses aussi. Oui, mais on réduit les achats d'actifs, si vous voulez, on est net. Donc voilà, c'est des choses qui, à mon avis, seront peut-être plus problématiques qu'une petite hausse de taux de 50 points de base. Il y a, Julien, vous commenciez tout à l'heure en disant effectivement, le marché européen et les marchés émergents chinois sont dans une séquence, un schéma de latéralisation. N'ont pas fait de plus bas en juin ouais. par rapport au plus bas de mars. D'accord. En fait, concrètement, c'est ça. Pourtant, on s'inquiète beaucoup pour l'Europe aussi. Le marché européen, qu'est-ce qu'il envoie comme signal aujourd'hui par rapport à ce qu'on a décrit du marché américain Il y a l'effet devise, il y a la hausse du dollar, faiblesse de l'euro qui vient. C'est comme quand on regarde le marché anglais qui a un peu baissé relativement, et c'est lié au sterling. Il y a les composantes qu'on va trouver plus value dans certains pays. Alors ça peut aider, voilà, ça peut aider à ce qu'il y ait une apparente meilleure résistance, mais c'est à peu près tout. D'accord, mais la value résiste toujours mieux. Non, mais déjà, c'est un point à valider. Et la value, c'est un grand débat. La value, gros, c'est un grand débat. Enfin, c'est sur qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Mais je parlais, je crois, il y a un mois ou deux, des services aux collectivités, des utilities, en disant que c'était pas un secteur particulièrement intéressant. Et je sais que tout le monde disait qu'au point de vue fondamental, c'était pas bien du tout. Mais c'est un secteur qui surperforme. Ça tient, ça ne baisse pas. Voilà, c'est un peu. On pourrait parler de l'or, ça marche pas beaucoup, mais enfin, c'est un actif qui ne baisse pas. Il y en a quand même beaucoup qui baissent, celui-là ne baisse pas. Voilà, donc tout ce qu'on peut voir sur les différentes classes d'actifs en ce moment, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'explication particulière à donner. Voilà, moi, je disais depuis... j'ai passé le dernier trimestre de l'an dernier à dire que les actifs risqués ne m'intéressaient pas et que j'attendais. Et là, je suis revenu il y a 2 mois, 2 mois sur les actifs risqués. Je perds en moyenne 5% sur à peu près tous les actifs risqués, j'assume. J'étais à peu près convaincu que j'allais passer 3-4 mois à dire bah oui, j'ai acheté, j'attends. D'accord. Mais c'est une position que vous gardez. Je crois que c'est la bonne. Je maintiens. Je crois que c'est la bonne. Je crois que le ralentissement est acté, qu'il n'ira pas beaucoup plus loin et que on est en train de discourir sur des choses qui finalement vont pas tellement évoluer. Donc on se fait peur. Il y a juste que j'étais extrêmement serein jusqu'à lundi matin. Quand j'ai vu le marché américain lundi matin, je me suis dit, bon, il faut peut-être que tu revoies le scénario, peut-être que tu réduis la voilure. L'ai-je fait? Pas du tout. Est-ce que j'envisage de le faire? J'attends, je suis assez d'accord, j'attends la Fed. J'attends de voir ce qui se passe, parce que tout ça à 1-2%, ça m'est un peu égal. Je maintiens que l'allocation, en ce moment, la bonne, c'est celle d'avoir des actifs risqués. Donc d'avoir des actions et des obligations. Je pense que c'est bien. Je raisonne sur la fin d'année, sur même le courant de l'année suivante. Donc je ne raisonne pas du tout sur les semaines qui viennent. Voilà. Voilà, mais oui, pour la fin d'année, avec cet horizon de temps, on a quand même, à ce moment-là, un maximum de chances de voir des prix plus hauts que ce qu'on voit aujourd'hui ou que ce qu'on verra peut-être tout de suite demain ou après-demain. Disons qu'il y a des moments où prendre le risque, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités de downside que d'upside. C'est exactement le deuxième semestre de l'an dernier. Là, c'est l'inverse. Je constate qu'on peut perdre 5%, peut-être 15%, peut-être 10%, mais je pense que cette volatilité est acceptable par rapport à ce qui est possible ensuite, puisqu'on est dans un cycle de normalisation. On est dans un cycle de normalisation de la politique monétaire. On est dans un cycle de première poussée d'inflation. La véritable inflation, j'ai déjà dit, je le pense, elle est pour dans 2-3 ans, quand la situation géopolitique s'aggravera beaucoup plus. Le cycle, aujourd'hui, ne nous dit pas que la catastrophe est là. Voilà. Sur la zone euro, Cyriac, vos commentaires avec la question des spreads, quand même, visiblement, c'est le sujet dont on parle beaucoup depuis quelques jours, notamment depuis la réunion de la BCE la semaine dernière. Est-ce qu'on est en train de voir se mettre en place les éléments qui conduiraient à une nouvelle phase de crise souveraine en Europe? Oui, clairement. La réponse est assez évidente. C'est-à-dire que les spreads s'écartent. C'est pas l'Italie en tête, pour le coup, ça a noté. La Grèce, les spreads se sont écartés un tout petit peu moins. Portugal, Espagne derrière, mais bon, tout ça, ça s'écarte plus que l'OAT, enfin que les taux français, par rapport au Bund, qui est donc les taux allemands qui font référence. Donc ça s'écarte. Je pense qu'il y a un problème en absolu, c'est-à-dire que ça s'écarte, mais on n'est pas sur un écartement de 500 BP, enfin de 5% pour l'instant. Ça reste quand même, on est sur 200, donc 200 BP, 2%.
ça reste acceptable. Sauf qu'en absolu, comme les taux allemands montent et que vos spreads s'écartent, on retrouve le taux italien à 4%. Ouais. Alors, à très court terme, finalement, se refinancer à 4% vu le stock de dette, c'est pas un problème. Par contre, si ça continue et que ça dure, ça va devenir un sujet. Et surtout, c'est la transmission des politiques monétaires qui est en question quand vous avez des taux qui sont aussi différents. Et je trouve que la position de Mme Lagarde était un peu étonnante. Hein. C'est un euphémisme, je dis, puisqu'en fait, elle nous a demandé de croire à sa bonne parole, mais sans donner au marché des actes ou des annonces claires sur la manière dont elle comptait acter. Même ils refusent. Ça fait partie dans leur discours, de leur stratégie, de dire non, on ne veut pas dévoiler un quelconque arsenal anti-fragmentation, estimant que pour l'instant, on n'a pas besoin de le faire. Alors voilà, la question c'est à quel niveau de spread ils estiment qu'il faut intervenir ou qu'il faut annoncer des choses. Finalement, c'est un jeu dangereux parce que le marché va les tester jusqu'à ce qu'il y ait une action du côté de Mme Lagarde, enfin de la BCE. Je pense que la grosse différence avec 2011, c'est que finalement 2011, 2012 jusqu'à 2015, quand la BCE a sorti l'artillerie lourde, les taux, l'inflation était à 0, voire négative. Donc finalement, on pouvait créer de la monnaie, on pouvait annoncer ce qu'on voulait, ça ne changeait rien. Là, on va avoir un truc un peu bizarre. D'un côté, on monte les taux, on pense à réduire le bilan, mais on va quand même annoncer une sorte de programme spécial pour défendre les périphes. Mais on va être obligé de passer par là, parce que finalement, je pense qu'aucun pays de la zone euro a envie de vivre une nouvelle crise, des nouvelles craintes d'explosion de la zone euro. Et que dans le contexte actuel, géopolitique en particulier, c'est encore rajouter de l'huile sur le feu. Donc, pour moi, la BCE, elle a juste repoussé le sujet d'un mois. Alors, je ne vois pas pourquoi elle l'a fait, mais en tout cas, elle l'a repoussé. Mais les spreads risquent de continuer un peu à s'écarter. Ils sont déjà quand même bien larges. Et à un moment donné, elle va nous annoncer quelque chose parce qu'elle n'a pas moyen, finalement, de rejouer un nouveau scénario d'explosion de la zone euro. Ouais. Donc, pour répondre à votre question, je trouve que jeudi, finalement, on le voit, la BCE a commencé à fragiliser le marché. Puis le CPI de vendredi aux États-Unis a achevé les investisseurs. Oui, ça a été le double coup dur de la semaine dernière qui s'est traduit, on le rappelle, par cette séance hier sur le marché américain. L'idée d'une crise souveraine, Frédéric, et puis effectivement à trop vouloir rester dans l'ambiguïté pour X ou Y raison. Est-ce que la BCE ne la donne pas au marché une carte joker pour venez me tester? Ouais, c'est ça, le marché teste un petit peu. Il y en a beaucoup, il y a eu des stratégies qui ont été faites d'ailleurs on se mettait sur les spreads Bund de l'Italie. Donc pour l'instant, ça coûte cher. Mais c'est ce qu'ils ont envie de voir, hein, la BCE, aujourd'hui? Non, peut-être. Mais je ne sais pas, je pose sincèrement la question. Je pense pas pour l'instant. Effectivement, ils ont peut-être encore le temps. En tout cas, ils se donnent le temps pour réagir. Mais là, on a quand même des rendements aujourd'hui sur l'Italie à 4,10, 4,20 sur le 10 ans. Tant qu'on mutualise un peu les risques quelque part, c'est des niveaux de rendement qui deviennent attractifs, honnêtement. Je vous avoue qu'on a beaucoup de questions chez Mirabeau de clients sur l'opportunité d'aller sur la dette italienne. Ils y voient une opportunité. Oui. Voilà, après, je trouve que c'est trop... tant mieux, parce qu'il va en falloir des achats. Ouais. Je trouve que honnêtement, c'est trop tôt, parce qu'on n'a pas testé réellement pour le coup. Parce que si on se souvient bien, l'écartement des spreads, le dernier écartement, c'était en mars 2020. C'est-à-dire au moment où l'Italie était le pays le plus attaqué par la crise Covid. Oui. Et donc, on a eu un élargissement relativement important. Donc, finalement, on revient dans une situation qui était la situation Covid. On n'est pas dans un stress absolu. Mais on est en période de stress. Donc ça veut dire que potentiellement, effectivement, ça peut encore un petit peu s'écarter. D'accord. Oui, donc la réponse aux clients, c'est pas de précipitation, pas d'urgence de ce point de vue-là. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait Non, mais le point sur les clients, c'est intéressant. Et déjà, le mois dernier, quand vous êtes venu, ou il y a un peu plus d'un mois, Frédéric, l'enseignement, c'était les clients paniquent pas. Et même plutôt, on reçoit des coups de fil de clients intéressés ou qui s'interrogent sur l'idée d'opportunité dans le marché. Tout à fait. Un mois après, c'est toujours ils ont été peut-être soignés des désagréments des crypto-monnaies, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'aperçoit que finalement, les investissements, bien sûr très volatiles, peut-être ceux qui permettent d'avoir le meilleur rendement sur longue période, ça reste les actions aujourd'hui. Au moment où on se parle, quand même, les perspectives de croissance des bénéfices, par exemple sur le CAC, alors c'est pour l'instant. Oui, c'est ce qui inquiète le marché. Voilà, on est quand même sur des voilà. C'est qu'il y a encore des perspectives de croissance bénéficiaire. On n'a pas raboté, hein, donc c'est vrai que si on est sur ces croissances à 15-16% des bénéfices. Alors on a vu par exemple des ajustements aux États-Unis, Microsoft, et qui commence à alerter. On parlait du dollar. Sur le Forex,
Microsoft commence à souffrir d'un dollar trop fort. Ouais. Ça aussi, il faudra voir sur les sociétés américaines, parce que là, ça commence à vraiment coûter... Alors, en Europe, c'est l'inverse, puisque lorsqu'on regarde les publications des entreprises exportatrices, notamment le secteur du luxe, ça leur apporte 6 points. C'est pas négligeable. Donc là, comme on a gagné en plus sur les dernières publications de 3 points par rapport à la parité euro-dollar, ça veut dire que cette partie-là, en termes de rentabilité, est plutôt favorable. Ouais, ouais. Donc, imaginons qu'on puisse imaginer que les bénéfices puissent être coupés, les perspectives, les guidelines coupées de manière drastique, oui. Elles vont être coupées, mais de manière drastique, non, parce qu'il y a effectivement Évident. quelques facteurs aujourd'hui de soutien qui permettraient de limiter en tout cas le potentiel de baisse des marchés. Il y a des évidences dans le marché, là, quand on a des clients acheteurs et qui vous demandent quelles sont les opportunités. Il y a des évidences criantes pour vous. Je prends l'exemple, pour moi, le plus parlant, j'en avais parlé la dernière fois, c'était la compression des multiples et le titre Hermès. Que j'adore utiliser ce titre-là parce que finalement, la croissance d'Hermès, elle est plutôt robuste, elle est plutôt stable. On connaît à peu près, il y a rarement des très très mauvaises nouvelles. Donc Hermès, jusqu'en 2020, les multiples de valorisation, c'est 35 à 40 fois les bénéfices. Injection de liquidité, toute la sphère action, croissance, voilà, les multiples s'emballent, on est monté à 65 fois les bénéfices. D'accord ? Là, on revient, c'est vrai pour des sociétés comme Dassault Systèmes et autres, on revient finalement encore sur la borne haute, mais sur la borne haute de ce qu'on appelle cette bande de valorisation. Ce qui était le monde connu d'avant. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, sauf si Hermès, demain, est une société qui n'a plus de croissance, ça veut dire qu'on arrive dans des niveaux qui sont en dessous de 1 000 euros, qui était à peu près mon objectif, entre 900 et 1 000 euros. On arrive sur des valorisations qui deviennent extrêmement acceptables, historiquement parlant. Ça ne veut pas dire qu'elle va perdre encore 5-6%, mais ça veut dire qu'on est à l'aise sur la valorisation. Ouais. Donc, là, je suis d'accord, la valorisation des marchés aujourd'hui sur ce type d'actifs, voilà, ça les rend attractifs et la purge à 80% a été faite, par 90%. Quand vous dites, Julien, être sur les actifs risqués aujourd'hui, ça vous paraît une évidence au regard de vos travaux ? Non, mais un choix. Un choix. Ah, pas tout à fait. C'est quoi actifs risqués ? Il y a des choix à faire quand même ? Ce qu'il ne faut probablement plus, mais ça n'a pas été notre cas, mais si ça l'avait été, il aurait fallu le commenter, c'est avoir choisi trop de valeurs de croissance ou avoir choisi trop de valeur value ou avoir choisi trop ceci-là. Nous, on a toujours été pendant 3 ans extrêmement équilibrés là-dessus parce que ça allait tellement vite dans un sens dans l'autre qu'il fallait être un artiste pour être capable de bénéficier du meilleur moment de chaque thématique. En dehors du fait de passer 2-3 années sur les grandes techno américaines, là, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Fallait-il aussi comprendre la vitesse à laquelle la correction se ferait ? Bon, mais supposons que ça a été possible. Là, il faut forcer un peu le point en disant si vous n'avez pas assez de value, et cette fois-ci pour les années qui viennent, vous allez contre-performer. Ça, c'est quand même très probable. On n'a pas fait. Ça, c'est une conviction qui s'est forgée au fur et à mesure. Julien, mais c'est un point clé. On en a parlé plusieurs reprises depuis un an. Mais oui. Et je disais, et là, la conclusion, elle est de plus en plus ferme pour nous. Maintenant, les choses sont rentrées dans le dur, en fait. Les axes ont déjà été tracés par les marchés là-dessus. À titre d'exemple, là, je vous parlais des utilities parce que je trouvais ça défensif, ça m'intéressait, etc. Et j'ai pas quitté d'ailleurs cette idée, même si on l'a très très peu joué. Je pense que dans l'automobile, ça va surprendre parce qu'on parle de risque de récession, etc. Mais je pense que sur l'automobile, il y a quelque chose de vraiment très intéressant qui s'ouvre. Je n'en parlerai pas du point de vue stratégique et du point de vue financier, c'est pas mon domaine, mais du point de vue de la manière dont les investisseurs ont perçu ce marché, la manière dont ils perçoivent l'économie pour les trimestres et années à venir. C'est un peu comme la banque il y a 1 an et demi. C'est ça. Je trouve que il n'y a pas encore beaucoup de gens dessus. Et il y a quand même des raisons pour lesquelles, on constate que ça commence à s'empiler. Voilà. Après une chute, les capitaux commencent à venir dessus. Après une chute sans fin, là, j'ai regardé depuis le point bas du 8 mars, donc c'était le point bas du déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est un des meilleurs secteurs en Europe. Oui. Après une chute sans fin, donc voilà, c'est comme ça qu'on a vu cet arbitrage, et c'est quelque chose qui est probablement annonciateur d'éléments plus structurants si on raisonne à 6 mois, 12 mois, 24 mois. Voilà, donc ne pas rester à l'écart de la value, surtout pas pour les mois et trimestres à venir. Cyriac, quelles sont les idées du moment là dans une gestion diversifiée ? Alors nous, l'approche blend, donc un mélange de value et de croissance, c'est vraiment ce que nous on a dans nos portefeuilles.
on est sur les actions sur une forme de neutralité parce que voilà, il y a deux grandes tendances et on n'arrive pas à avoir vraiment une vision claire. Je trouve que sur le crédit, il y a des choses à faire. Voilà, du haut rendement à 8%. Si vous êtes capable d'encaisser de la vol, d'encaisser du drawdown, parce que ça va peut-être monter à 10%, dans une logique moyen terme de construction de portefeuille, vous captez vraiment un rendement qu'on n'a pas vu depuis des années. Et j'aurais un petit call sur la Chine quand même, qui est pour nous vraiment quelque chose qu'on joue déjà depuis plusieurs mois. Alors, pas l'année dernière qui avait vraiment sous-performé, mais en début d'année, ça a continué à sous-performer. Et là, depuis, on va dire, 3-4 semaines, les choses ont changé. Et je pense en particulier à la Chine continentale. Vous avez des valorisations faibles, vous avez une banque centrale qui baisse les taux, vous avez une reprise économique. Pour moi, c'est un peu quelque chose qui se passe bien aujourd'hui. Alors, ça peut dérailler avec le Covid, mais globalement, c'est vraiment un endroit où on trouve de la valeur et sur lequel on s'est repositionné parce que dans un monde où il n'y a pas beaucoup de certitudes, finalement, la Chine aligne pas mal de points positifs. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Cyriaque Dayan, gérant diversifié chez Sansot IS, Julien Nebenzal, président de Futuriem, et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau, étaient nos invités ce soir en plateau.